partielle qui se déroule là-bas et on a dit à Catherine Dorion, allez donc faire du porte-à-porte dans Jean Talon. Vous êtes une députée de Québec solidaire proche de tout près de ce comté-là et allez aider notre candidat là-bas. Bref, congrès en fin de semaine. Les solidaires ont jasé d'environnement et d'indépendance. On en parle tout de suite avec Frédéric Bérard. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Deux mots sur Catherine Dorion. Ça vous étonne, vous, cette absence du congrès? C'est un peu étonnant. C'est un congrès qui mettait en valeur le collectif Option nationale, dont elle est... on sait bien là, que Catherine Dorion a été connue à travers Option nationale, avant que le parti se joigne à Québec solidaire. Et là, en fin de semaine, c'était l'acte final, si on veut, de la fusion, de l'absorption de Québec solidaire par Option nationale. Et Catherine Dorion n'est pas là. Ben, moi, je crois pas que c'est un hasard. Hein. Vous l'avez dit, l'image est plus forte que les justifications. Ça faisait déjà 2 semaines là, qu'on ne parlait que de Catherine Dorion. D'ailleurs, à toutes les fois qu'on parle de Québec solidaire, il doit y avoir 90% des papiers, des articles, des chroniques qui sont faites sur Québec solidaire, qui traitent essentiellement de Dorion et de ses frasques, que celles-ci soient justifiées ou non. Et là, et on parle souvent donc beaucoup, pour pas dire énormément, de spectacles, de trucs un peu anodins. Et là, j'ai comme l'impression que Nadeau-Dubois et Massé se sont dit, là, ça va faire, c'est notre congrès, on va pas parler de coton ouaté pendant 48 heures, on va parler de trucs qui sont importants. On veut démontrer aux gens qu'on n'est pas on n'est pas le Cirque du Soleil, là. On est capable de faire autre chose que du spectacle et de parler de contenu. En tout cas, si c'est un hasard, disons que la coïncidence tombe drôlement bien parce que pour la première fois depuis longtemps, on entend parler de Québec solidaire et de contenu dans la même phrase, qui est une excellente affaire. Et je dis pas par là que Québec solidaire ne travaille pas très fort du côté contenu de manière générale à l'Assemblée nationale, notamment. C'est seulement que l'éclipse médiatique fait en sorte qu'on parle évidemment de spectacle et non de ce même contenu. Ben oui, ce parti-là est tout à fait capable de faire parler de lui pour ses idées. Il l'a fait amplement à ce jour dans son histoire, il me semble. Là. Et là, paradoxalement, on se mettait à revenir, à faire une sorte de régression vers des affaires d'image. Oui. Parce qu'on n'a pas connu ce parti-là comme ça tellement, en tout cas, jusqu'à maintenant. Nick, n'oublions pas que tout ça, c'est nouveau. Hein? L'aspect spectacle, c'est depuis à peu près 1 an, c'est-à-dire la tuque de Catherine Dorion à l'élection d'octobre dernier. Hein? Ben, pas en fait 2019, mais 2018. Et donc, de ce fait-là, moi, je trouve ça dommage parce que ce parti a beaucoup, je pense, à offrir au Québec de manière générale, notamment en étant le seul parti de gauche à l'Assemblée nationale. Ah ben juste, ça m'inspire une autre question, ce que vous dites là. Oui. Est-ce que vous et moi sommes vraiment en train de parler de tuque, puis de chandail, puis de pitrerie, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça? C'est-à-dire, ça m'intéresse pas tellement, je vous l'avoue, alors qu'on veuille discuter du décorum à l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Je vois pas de problème là. Ça va, oui. Mais il me semble que j'ai cru entendre dans le discours de Catherine Dorion autour de cette affaire-là, la volonté de se démarquer, de se montrer, de se placer au-dessus de la mêlée un peu, ou de dire, voyez, les autres à l'Assemblée nationale, c'est des gens qui pensent tous pareil, qui s'habillent tous pareil. Moi, je représente la politique, je fais de la politique éclairée, révolutionnaire, je vois plus loin, je vois plus grand, j'aspire à mieux. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de snobisme là, qui est un peu un péché mignon d'une certaine gauche qui l'empêche parfois de se connecter sur le vrai monde, comme on dit? Ouais, peut-être. Moi, je veux dire, d'un point de vue vestimentaire, je dois avoir 48$ dans ma garde-robe en tout et partout. Donc, c'est pas moi qui va juger Dorion pour ses trucs et ses t-shirts et ses autres trucs. À vrai dire, je m'en fous totalement. Qu'on soit capable de discuter de décorum, OK, ça va. Mais la sortie avec le coton ouaté est arrivée quelle journée, Nick Payne? Elle est arrivée le jeudi où la CAQ en avait plein la gueule avec le PEC, si on se souvient bien. Jolin Barrette est en train de patiner du reculon. Legault aussi. C'était la catastrophe. Et là, Dorion débarque avec le coton ouaté. Évidemment, toutes les caméras virent de bord comme un chien court après son os. Et puis, on s'est mis à parler de ça pendant à peu près 10 jours. Donc, le timing est excessivement mauvais. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que oui, la question du décorum peut être discutée. Oui, elle n'est pas insignifiante. Mais premièrement, Dorion n'inspire pas
que ce débat-là, première des choses. Et deuxièmement, on peut quand même choisir la priorité, le côté débat. Et pour moi, la question du PEC était drôlement plus importante et névralgique que le coton ouaté et le décorum. Puis je dis pas par là qu'il n'y a pas de double standard à l'Assemblée nationale. Ça me semble assez clair qu'il y en a. Je dis pas que c'est insignifiant total, mais je dis seulement est-ce qu'on peut aller au plus regardant. Rappelez-vous, d'ailleurs, dernier exemple peut-être, quand Catherine Dorion est sortie avec ce coton ouaté-là, c'est la journée où à peu près même où son collègue Nadeau-Dubois a sorti son petit bouquin, lettre adressée à François Legault sur la question du réchauffement climatique. Qui a parlé de ça? Oui, non, ça, vous et moi le savons, mais c'est complètement passé dans le beurre, évidemment. Ben voilà. Il ne doit pas être très content à l'interne de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une organisation, vous, enfin, on est là, puis on essaie de se faire valoir, puis de faire avancer ses idées. Puis là, tu as l'espèce de spectacle continuel. Ben voilà. Ça pourra pas durer comme ça. Ben d'ailleurs, ça n'a pas duré en fin de semaine, puisque... c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un hasard, tout ça? Franchement, je trouve que le timing est drôlement... Fais bien les choses, oui. Ben, disons-le. Puis pour le reste, entre vous et moi, Nick, là, soyons honnêtes, là, entre parler de coton ouaté puis de réchauffement climatique, il me semble que le débat est assez facile à clore. Et puis, c'est ce que je reproche à Catherine Dorion, essentiellement. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est tramé, décidé et discuté dans ce congrès-là en fin de semaine. C'était le congrès... Alors, Québec solidaire fait des congrès thématiques là, sur ceci ou cela. Cette fois-ci, c'était l'indépendance, notamment, et l'environnement. Et c'était, comme je le disais il y a quelques instants, un peu le dernier acte là, de la fusion avec Option nationale. On discutait d'un bloc de propositions assez techniques, là, mais qui consiste essentiellement à compléter le volet sur la réalisation de l'indépendance au programme de Québec solidaire. Bon, c'est à peu près ça. Et là, dans ça, il y a ce qui a retenu l'attention des médias, cette terminologie, ce concept des gestes de rupture, donc des façons de détacher progressivement le Québec du Canada ou de défier l'ordre constitutionnel canadien avant même un vote référendaire. Hein? C'est un peu ça le principe. Ouais. Donc, on est dans une espèce de formule qui se rapproche là, de l'élection décisionnelle ou ce qu'on appelait l'élection référendaire autrefois, mais c'est pas vraiment référendaire puisqu'on n'attend pas que 50% plus 1 des électeurs aient donné leur aval. On agit dès la prise du pouvoir. Alors ça, les gestes de rupture, là, ça avait été entendu, ça, dans les corridors du Parti québécois pendant plusieurs années. C'est une marotte, un concept d'un intellectuel qui s'appelle Robert Laplante et qui a généralement été rejeté par les hautes instances péquistes et puis un peu par le commentariat et les experts politiques et constitutionnels et autres en disant ben là ça pose problème du point de vue démocratique puis ça pose problème du point de vue constitutionnel aussi évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Vous avez pas mal résumé ma pensée, notamment dans le dernier volet de votre intervention. Moi, je trouve ça épouvantable comme idée, mais absolument épouvantable. S'il y avait un gouvernement Québec solidaire éventuellement, là, on n'est pas là évidemment, mais si jamais c'était le cas, avec la fracture actuelle, on pourrait penser à ce qu'il puisse obtenir le pouvoir avec 35, maximum 40% de la population. Ben franchement, là, ce qui voudrait dire que, vous l'avez expliqué en fait, c'est qu'eux considéraient que c'est un mandat pour être capable de sortir. Ils sont incapables de sortir le Québec du Canada, alors on va sortir le Canada du Québec. Ben, c'est un bon choix de mots. Ben oui, en fait, sur le fond, l'indépendance, c'est un peu ça. C'est que vous sortez Ottawa du Québec d'une certaine façon. Mais oui, mais encore faut-il qu'il y ait un processus qui puisse légitimer cette opération-là. Donc, faites un référendum, les gens vont voter oui, vont voter non. Si votent non, ça finit là. Puis s'ils votent oui, allez de l'avant. Là, ce que vous me dites, on va prendre une espèce de moyen détourné, pour pas dire parfaitement fallacieux, en disant aux Québécois, non, on va faire des actes de rupture ici et là, comme par exemple, on va avoir un rapport d'impôt unique pour le Québec, comme par exemple, telle compétence d'Ottawa, on va se l'approprier comme ça. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est génial, c'est ce qu'on veut depuis longtemps. Ouais, mais c'est parce que les gens n'auront pas voté clairement pour ça, parce que ça va être amené de manière beaucoup plus, hypocrite que ça, c'est le bon mot. Et là, par la suite, vous agissez hors du cadre constitutionnel. Là, il ne faut pas oublier une affaire, Nick.
Quand on parle d'acte de rupture, on parle du concept d'effectivité. Ben, l'effectivité, en droit international notamment, c'est rejeté depuis à peu près tout le temps en droit, parce que ce n'est pas un concept de droit, c'est un concept de rapport de force. L'effectivité... C'est de la politique, donc, autrement dit. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est ça la marotte là, de Robert Laplante, c'est de dire l'indépendance va être effective avant le fait, là, va être en partie, en tout cas, réalisée. Puis là, ensuite, on pose la question des gens. Robert Laplante, il disait le référendum dans notre système, mais écoutez bien ça parce que ça vaut la peine, il disait le référendum dans notre système ne doit pas servir à légitimer les actions futures du gouvernement, mais plutôt à les entériner après le fait. Ça n'a aucun sens, ça, non? C'est écrit comme ça dans son... Alors, si, mettons là, que vous voulez faire un référendum sur le mariage gay, ben vous faites le mariage gay d'abord, puis ensuite, vous faites un référendum pour demander au monde si on aimait ça? Ça, là, c'est parce que il y a deux mots pour ça, là. C'est parfaitement débile, cette histoire-là. C'est ça que c'est. Et ce sont des thèses, donc, c'est ça, parfaitement débile. Je vois pas d'autre chose. Et je peux même pas croire qu'il y a des gens qui puissent se casser la tête en disant, peut-être que ça a du sens. Ça n'a aucun sens. On va arrêter de niaiser avec ça. C'est du n'importe quoi. Et là, vous voulez jouer à l'extérieur de l'État de droit? OK, good. Allez-y. Mais regardez les déclarations unilatérales d'indépendance à travers la planète depuis les 50 dernières années. Dis-moi donc lesquelles ont fonctionné. Ben là, c'est qu'il faut que ce soit faisable, justement. La question que je vais vous poser... Ça ne fonctionne jamais. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous sortez du cadre de l'État de droit. Or, il y a toujours un État, par la force des choses, qui est là, qui va refuser votre geste. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale va se braquer contre vous. Puis si vous n'êtes pas certain de ça, regardez juste ce qui se passe en Catalogne actuellement, parce que je trouve ça absolument horrible, ce que Madrid est en train de faire à la Catalogne. Sauf que la communauté internationale ne lève pas le petit doigt. Pensez-vous qu'ils vont reconnaître un Québec souverain qui est sorti du cadre canadien de manière antidémocratique et de manière inconstitutionnelle? Vous rêvez en couleur. Ben, il faudrait déjà que ce soit faisable. La question que j'allais vous poser, c'est dans la vraie vie, là, dans le concret. Supposons qu'on évacue un instant le précédent référendaire, la question politique, de la légitimité au fond, de la caution démocratique. Bon, il n'y a pas 50% plus un des gens qui ont voté pour vous. On oublie ça. Mais vous décidez quand même que vous faites la perception des impôts à la place d'Ottawa. Comment vous faites? Tu peux pas faire ça. Parce que comment tu fais pour convaincre une grande corporation, par exemple, ou monsieur, madame chose, de ne pas payer ses impôts à Ottawa après avoir reçu une lettre qui dit, là, on vous enjoint de le faire, sinon la reine vous poursuit. Enfin, vous voyez. C'est complètement. Je peux même pas croire qu'un gars intelligent comme Nadeau-Dubois a proposé ça. Je pense que c'est juste pour choquer les esprits. Il y a quelque chose là-dedans. Faire entendre parler d'eux pour du contenu, pour une fois. Parce que franchement, vous venez de le dire, là, si Québec arrive avec ça, juste la déclaration unique, là, c'est qui est quand même pas la fin du monde. Moi, à titre personnel, je serais en faveur que Québec obtienne cette compétence-là. À vrai dire, j'en fais pas d'urticaire d'un bord et de l'autre. On perçoit déjà la TPS, par exemple, qu'on renvoie à Ottawa ensuite. Ouais. Ben oui, c'est tout à fait correct. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire là, dans le cas où il y a une espèce d'acte absolument, disons-le, subversif en quelque sorte, même si le sujet est un peu insignifiant, ben qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est pas compliqué. Ottawa va aller devant les tribunaux. Les tribunaux vont dire à Québec, ben, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, qu'est-ce que Québec va faire? Ah, ben moi, je continue quand même. Okay, vous voulez jouer à l'extérieur de l'État de droit, ben c'est super. Ben moi, j'ai peut-être une petite réflexion pour vous, Nick. Disons que le Québec devient indépendant grâce à Québec solidaire. Mais par la suite, Québec solidaire sera pas au pouvoir à vie. Il va peut-être y avoir un autre parti qui va gouverner éventuellement. Et disons que ce parti-là est fédéraliste. Il veut ramener le Québec dans le Canada. Alors là, avec 38% des votes, ce parti-là, appelons-le Parti libéral, tiens, par exemple, va... Ah ben voyons, pourquoi vous dites ça? Ben oui. Ah, ben je sais pas, un peu hasard comme ça. Oui. J'aurais pu dire la CAQ, quoique c'est peut-être moins clair, mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. Oui. Et là, ce parti-là dit, après avoir été là avec 38% des voix, là, vous savez quoi? Je vous l'ai pas dit clairement, mais là, on rejoint le Canada. Alors, je viens d'envoyer la compétence québécoise en matière d'éducation à Ottawa. Ça vous va-tu, ça? C'est un acte de rupture, c'est pas prévu par la Constitution du Québec souverain, mais c'est pas grave, j'ai décidé que c'était ça, alors ça va être comme ça. Ça vous va? Alors là, les gens ben oui, non, on comprend bien ce que vous voulez dire. Là, les gens de Québec solidaire vont vous répondre, oui, mais attendez, il y en a un référendum dans notre plateforme. Simplement, il vient après coup.
valider la constitution du Québec souverain qui aurait été décidée par une assemblée constituante. Alors là, il y a deux volets là-dedans. Là. Le référendum après coup sur une constitution, est-ce que vous, comme juriste, vous considérez que c'est, ou comme observateur politique, considérez-vous que c'est viable, que c'est une bonne idée? Mais non. Un référendum, c'est purement consultatif dans la très grande majorité des démocraties occidentales, incluant au Québec. Ça vaut rien constitutionnellement parlant. Actuellement, là, au moment où on sort, ça vaut rien de rien. Et de le faire après coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est complètement ridicule. C'est comme si je suis chez vous, Nick Payne, dans votre domicile, je vois 100 piastres qui traînent sur la table, je prends le 100 piastres, je me le mets dans les poches, puis 2-3 semaines plus tard, j'écris sur Messenger, « Hey Nick, je vous ai emprunté 100 piastres. En fait, je vous l'ai pris. J'imagine que c'est un don. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le don? » Moi, je vote non. Je vote non pour ça, Frédéric Bérard. Si vous venez chez nous, vous partez avec mon argent, je vous parle plus. Mais pour ça que vous allez dire, si vous venez chez nous, vous trouvez 100 piastres. Faut me le dire. Oui, c'est ça. Dernière question là-dessus. Il y a donc ce référendum à la fin du processus sur la Constitution, mais il y a ce que Québec solidaire appelle une assemblée constituante. Alors là, il y a peut-être un autre espace à discuter d'après moi. On dit qu'on va faire... Alors, une assemblée constituante, là, normalement, là, c'est une assemblée délibérative qui représente toutes les tendances de la société de façon très large. Oui, dans ce cas-ci, ça inclurait les fédéralistes et on demande à tout ce beau monde-là, après, par exemple, une déclaration d'indépendance ou un événement historique majeur, bon, qu'est-ce qu'on fait de notre pays, où allons-nous, quelle constitution on se donne, etc. Là, ici, dans ce programme-là de Québec solidaire, ça se produirait, ça, en l'état, là, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans le Canada, la question d'indépendance ne serait pas encore tranchée. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça s'appelle une vraie assemblée constituante, ça? Les fédéralistes iront jamais s'asseoir là pour dire, ah ben oui, tiens, moi, je vais préparer la constitution d'un Québec souverain, alors même que je suis pas d'accord avec la souveraineté et que le Québec est toujours une province? C'est ça. Et rappelez-vous comment ça s'appelait exactement, les consultations régionales que Parizeau avait lancées en 94. Oui, les commissions, là. Oui. Les commissions, oui, c'est ça. Et je me rappelle que Daniel Johnson, qui était alors chef du PLQ, avait dit, mais c'est quoi cette blague-là? Parce que Parizeau avait dit, on peut discuter de tout, sauf de l'idée de demeurer dans le Canada d'une manière ou de l'autre, quelque chose comme ça. Et là, Johnson avait dit que c'était une vraie blague. Ceci dit, les consultations avaient été menées de main de maître, je dirais, et ça avait créé l'espèce d'engouement que Parizeau cherchait. Bon, l'engouement n'a pas été suffisant, mais quand même, il y a eu beaucoup de positifs pour les souverainistes là-dedans. C'était une stratégie de Jean-François Lisée, nous dit-on, en partie. Oui, ça c'est très Lisée aussi. Maintenant, là, vous voulez faire ça, mais en même temps, vous me dites que vous allez faire des actes de rupture sans avoir obtenu le mandat de la population. Et après coup, vous allez faire un référendum post-indépendance pour valider la question d'effectivité puis essayer de la transposer dans un régime juridique que vous venez de créer. Ça commence à ressembler à un mot, là, puis ce mot-là, c'est patente à gosse. Là. Mais là, les gens nous écoutent, vous et moi, Frédéric Bérard, puis probablement alors, ceci dit, sans aucune condescendance, mais tout ça est quand même une bouillie assez... est-ce que c'est pas, au fond, un peu compliqué? C'est pour initier, puis ça va s'inscrire dans le grand livre d'un monde idéal de Québec solidaire, mais finalement, ça ne se traduira jamais dans la réalité. Vous parliez des Catalans tout à l'heure. Ils ont, eux aussi, adopté une démarche de ce genre-là, et qu'ils n'ont jamais mis en pratique. Finalement, ça s'est résumé à un référendum sur l'indépendance. Bon, on sait que Madrid a saboté le processus et tout, mais tout le volet constitution, geste de rupture, machin truc, tout ça est un peu tombé dans... Ils n'ont jamais réussi à s'entendre là-dessus. Donc, est-ce que ça marcherait vraiment de toute façon? Absolument pas. Ça, je suis d'accord avec vous à 2000%. Et pour avoir étudié les questions d'indépendance, du droit à l'autodétermination, notamment à ma maîtrise en Sciences Po, j'ai écrit là-dessus. Je fais beaucoup de conférences en Europe là-dessus aussi. Je l'ai fouillé la question. Et la conclusion est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, le droit international ne vous vient pas en aide. Regardez justement l'exemple catalan là, qui est absolument ahurissant. Donc, si vous voulez faire l'indépendance, ça se fait. Mais pour ce faire, il faut que ça passe par le droit interne. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une entente avec l'État prédécesseur, dans ce cas-ci Ottawa et le reste, et Québec. Un peu comme on a tenté de le faire entre Londres et Édimbourg lors du référendum écossais de 2014. Il y avait une entente en bonne et due forme
qui, si le oui avait réussi à plus de 50 plus 1, le processus aurait été enclenché. C'est dommage, mais si Québec veut faire son indépendance, ça va être à travers un processus semblable. Autrement, ça fonctionnera jamais par le droit international. Oubliez ça, on n'est pas là du tout. Et pour ce faire, il y a quand même un guide qui s'appelle la Cour suprême du Canada qui le renvoie sur la sécession, qui est détesté par plusieurs souverainistes et même plusieurs fédéralistes pour d'autres raisons. Mais franchement, ce renvoi-là, il est tout simplement excellent parce qu'il met l'État de droit et la démocratie sur un pied d'égalité. Il dit, tu peux pas, Ottawa, te servir du droit pour empêcher la démocratie. Tu peux pas forcer les Québécois à demeurer dans le Canada contre leur volonté. Puis à l'inverse, le Québec, tu peux pas sortir comme si le droit n'existait pas en claquant des doigts. Donc, ça prend un dialogue. Est-ce que ce dialogue va être simple? Non. Mais si vous regardez l'onde des Dimbaud, ça s'est fait. Il y a une entente en bonne et due forme qui a été conclue. Et moi, j'ai espoir que si un jour le Québec est sur le point de devenir ou souhaite devenir indépendant, on n'est pas là à ce moment-ci, mais ça pourrait changer, qu'on suive un espèce de processus qui est établi par le droit en partie, pas seulement par ça, aussi par la démocratie, parce que autrement, on s'en va directement dans le cul-de-sac, exactement comme les Catalans. Alors, les gugus d'Assemblée constituante, manche de pelle, d'effectivité, truc-muche, c'est vraiment de la bouillie pour les chats, vous l'avez dit, c'est une perte de temps et c'est intellectuellement ultra malhonnête. Donc, ramenons ça à la base. Est-ce qu'on peut faire l'indépendance? Oui. Est-ce qu'on peut parler des raisons pour lesquelles on devrait faire l'indépendance? Allons-y. Et pour le processus, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prendra quelque chose en droit interne. C'est plate, mais c'est comme ça. Alors là, Martine Ouellette est arrivée en studio depuis un moment. Elle vous écoute et je vois dans son visage toutes sortes de points d'exclamation, points d'interrogation, accent circonflexe, point virgule, des parenthèses. Elle va avoir beaucoup de choses à nous dire là-dessus, j'ai l'impression. Et puis j'aurais continué avec vous longtemps, mais on n'a plus le temps. Fait que, allez. Gâtez-vous. Et puis j'en profite pour inviter Martine Ouellette à mon show au métro en vidéo si jamais ça l'intéresse. Communique avec moi. Oui, à votre émission, oui, pour le journal Métro. Parfait. On lui passe le message. Puis, entre-temps, ramenez-moi mon 100$, Frédéric Bérard. Oui, avec plaisir. Puis, si elle veut s'exclamer toutes les parenthèses du monde, ça me fera plaisir. On va avoir du plaisir. Vous allez jaser de ça. Excellent. Merci d'avoir été avec nous. Allez ruminer votre constitutionnite ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Puis, je vous donne votre 100$. Ça va pas long. OK. Salut. Dans un instant, nous allons jaser de Horizon.